Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants de méthode statistique appliquée aux sciences du comportement. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une genre de question un peu différente de probabilité. Et comme je vous avais mentionné dans le cadre de nos rencontres en ligne, c'est quelque chose qui a rapport à la probabilité d'obtenir une certaine moyenne lorsqu'on prend un échantillon. Hein? Alors, laissez-moi recommencer un petit peu, d'une certaine manière, du début. On a vu à date deux différents types de questions de probabilité possibles. OK? Une première qu'on a vue, c'est si on assume qu'une distribution gaussienne possède certains paramètres, comme un certain mu et un certain sigma. Et en passant, si vous dites c'est quoi gaussien, c'est quoi paramètre, c'est quoi mu, c'est quoi sigma, il va falloir retourner regarder les anciennes PowerPoint parce que vous êtes dans le trouble. Mais vous devriez comprendre cette phrase-là. Si on assume qu'une distribution gaussienne possède certains paramètres, mu et sigma, quelle est la probabilité d'obtenir au hasard un score x qui vient de cette distribution-là et qui se situe blablabla. Comme par exemple, qui se situe entre telle valeur et telle autre valeur, ou telle valeur ou plus, ou telle valeur ou moins, par exemple. Okay? Ça, on répondait à cette question-là, évidemment, en standardisant le score x en score z, et on utilisait la table des z pour trouver cette probabilité-là, parce qu'on savait, on assumait que la distribution était gaussienne, et une des définitions d'une distribution gaussienne, c'est qu'on sait quel pourcentage des données tombe à quel endroit, et ainsi de suite. Et donc, on peut utiliser la table des z pour trouver la réponse à cette question. Tout le temps en assumant que la distribution est gaussienne et possède certains paramètres, mu et sigma, que l'on connaît. Le deuxième type de question de probabilité sur lequel nous avons travaillé est très différent, évidemment. Si on assume qu'un événement dichotomique a une certaine probabilité d'arriver, donc un événement dichotomique, quelque chose qui a deux réponses possibles, vrai ou faux, oui ou non, homme, femme, c'est même pas obligé d'être juste deux réponses, ça peut être trois réponses possibles. Tu sais, ça pourrait être, je sais pas moi, oui, non, je ne sais pas, par exemple. Tu sais, si on assume qu'un événement dichotomique a une certaine probabilité d'arriver, quelle est la probabilité que l'on observe cet événement x fois sur n observations? Vous vous souvenez, le fameux, si on assume que seulement 10% des gens ont des effets secondaires de migraine en prenant un certain antidépresseur, si on assume que c'est 10% des gens, quelle est la probabilité que si on demande à 20 personnes, donc ça veut dire si on observe cet événement 20 fois, si on fait 20 observations, que l'on retrouve, je sais pas moi, 8 de ces personnes-là qui disent avoir mal à la tête en prenant ces pilules-là, c'est le X. Okay? Pour revoir tout ça, regardez le PowerPoint, le dernier PowerPoint. Et pour répondre à ça, régler cette question-là, il fallait utiliser la table binomiale, évidemment. Okay. Mais celui-ci est très différent que celui-là. Parce que ça, c'est une variable continue, comme j'avais dit. Pas continue, mais... Ben oui, continue, mais... pas nécessairement. C'est une variable quantitative. Ça, c'est une variable qualitative. T'sais? Or, on a vu ces deux-là. Oublions celui-ci pour l'instant. Là. On va avoir un troisième maintenant. Une troisième question possible que l'on peut poser qui est très proche de celle-ci. Okay? Puis on va souvent comparer les deux pour essayer de la comprendre. On peut poser une autre question qu'on pose souvent en psychologie, en fait. En fait, la majorité du temps, c'est la question qu'on pose en psychologie. Je vais peut-être pas dire ça. Très souvent, c'est la question qu'on pose en psychologie. C'est une question de probabilité reliée à une moyenne d'échantillons. Et on peut la comprendre comme ceci. Si on assume qu'une population possède certains paramètres, comme mu et sigma, okay, quelle est la probabilité que si je pige un échantillon d'une certaine taille, je vais l'appeler de taille n. Ça pourrait être n'importe quoi, mais
Imaginons que je pige un échantillon d'une certaine taille, n. Quelle est la probabilité qu'en pigeant un échantillon comme ça, j'obtienne une moyenne x bar qui se situe, blablabla. Qui se situe, par exemple, au-dessus d'une certaine valeur, en dessous d'une certaine valeur, entre une valeur et une autre valeur. C'est exactement... Ben, c'est pas exactement. C'est très proche de la première question. Très proche de cette question-ci. OK? Mais c'est pas exactement la même chose. Par exemple, si on assume qu'en moyenne, les Ontariennes consomment 8 litres d'alcool par année, avec un écart type de 1,99 litres. On assume que ça, c'est la consommation moyenne. 8 litres d'alcool par année avec 1,99 litres d'écart type. Et que je pige un échantillon de 50 Ontariens et Ontariennes. Quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne, par année, 8,45 litres ou plus? Okay? Donc ça, c'est un exemple de question qui est relié à la probabilité d'une moyenne d'échantillon. On ne demande pas ici la probabilité d'obtenir un score, un certain score, ou un score qui a une certaine propriété, comme qui vaut une valeur ou plus, ou quelque chose comme ça. Mais ici, on prend plusieurs scores, 50 en fait, et on en fait la moyenne, et on dit quelle est la probabilité qu'on obtienne une moyenne avec ces 50 scores qu'on a échantillonnés. Une moyenne qui a certaines propriétés, comme par exemple ici, on veut la probabilité qu'une moyenne qui soit de 8,45 litres ou plus. OK. À ce point-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais juste contraster les deux questions là. La première, là, et cette nouvelle-là, juste pour vous montrer la différence, OK? Voici la première, qu'on utiliserait la table des Z telle qu'on le comprend, telle qu'on l'a déjà vu. Si on assume que la consommation annuelle d'alcool se distribue normalement, c'est-à-dire de manière gaussienne, et qu'en moyenne, les Ontariens consomment 8 litres d'alcool par année avec un écart type de 1,99, quelle est la probabilité que je tire au hasard une Ontarienne... je ne vais pas dire tirer avec un fusil en passant, mais ça a l'air très mauvais, là, que j'aurais dû dire que je pige. Quelle est la probabilité que je pige au hasard un ou une Ontarienne qui consomme 8,45 litres d'alcool par année ou plus? Okay? Donc ça, c'est la fameuse, vous avez une distribution normale avec un mu de 8 et un sigma de 1,99. Quelle est la probabilité d'obtenir un x qui est 8,45 ou plus? Et ça, on a déjà vu comment régler ça. Vous devriez être capable de le faire, ça, avec ce que vous avez vu de la table des Z. La même question de probabilité, mais amenée dans le domaine des moyennes maintenant, et si on assume, toujours l'assume, qu'en moyenne, les Ontariennes consomment 8 litres d'alcool par année et que je pige avec un écart type de 1,99 litres, et que je pige, c'est là où ça devient un peu différent, et que je pige un échantillon maintenant, pas une personne, mais un échantillon de 50 personnes parmi cette population-là. Quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres par année ou plus? Donc, vous voyez la différence entre les deux questions. Dans cet exemple, on veut savoir la probabilité reliée à un score. Plus spécifiquement, la probabilité que le score qu'on pige soit plus grand au hasard que 8,45. Okay? Bref, qu'on pige une personne qui consomme 8,45 litres d'alcool par année ou plus. Okay? Dans cet exemple-ci, on veut savoir la probabilité reliée à une moyenne, x bar, une moyenne échantillonnale, okay? Obtenue à partir d'un échantillon aléatoire de... Ben, j'ai pas dit aléatoire dans la question, mais c'est toujours mieux d'utiliser un échantillon aléatoire, fait que j'ai aléatoire, là. Mais obtenue à partir d'un échantillon de 50 personnes. Donc, si je pige un échantillon de 50 personnes à partir de cette fameuse population d'Ontariens qui a ces paramètres-là, okay, 8 et 1,99, quelle est la probabilité que la moyenne que je vais obtenir de ces 50 personnes-là, que en moyenne, ces 50 personnes-là consomment 8,45 litres d'alcool par année ou plus? Okay, c'est subtilement différent. Les données sont les mêmes, mais le contexte est différent. Dans le cas de la première question, comme vous savez, comme on a déjà vu ça, on peut la trouver, la réponse à cette question-là, parce qu'on assume
que les scores, tous les scores possibles, se distribuent de manière gaussienne. C'est dit dans le... Si on assume que ça se distribue normalement. Donc, on assume donc que ça se distribue de manière gaussienne. Bien, il y a certaines choses qu'on sait après. Si ça se distribue de manière gaussienne, on a vu qu'on connaît les probabilités qu'un score tombe à certains endroits au-dessus de la moyenne, en dessous de la moyenne, entre deux valeurs plus haut que la moyenne, entre deux valeurs plus bas que la moyenne, entre une valeur et plus, entre une valeur et moins. On a déjà vu tout ça. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est convertir notre 8.45 en Z. Où est ma petite flèche? Je semble avoir perdu ma flèche. Ah, ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est convertir ça en Z, comme on l'avait déjà fait, et d'utiliser la table des Z pour trouver la probabilité que un Z soit plus grand ou égal à peu importe ce que ça donnerait ça quand on le convertira en Z. Je ne le fais pas ici parce que vous devriez être capable de le faire, on l'a déjà vu. Okay? On peut répondre à cette question-là en utilisant la table des Z. Mais qu'en est-il de cette question-ci? Je veux dire, c'est les mêmes chiffres, mais ici, on ne parle pas d'une personne. On ne veut pas la probabilité par rapport à une personne. On veut la probabilité par rapport à une moyenne obtenue à partir de 50 personnes. Donc, pour répondre à cette question-là, si ici, on pouvait y répondre parce qu'on assumait quelque chose à propos de comment tous les scores se distribuent, ceci nous permet de dire, si on sait comment tous les scores se distribuent, on peut donc répondre à la probabilité d'obtenir un certain score parmi tous ces scores-là. Okay? Un score qui est de 8.45 ou plus. Mais pour répondre à cette question-ci, il faudrait avoir une idée de comment se distribueraient les moyennes de tous les échantillons de taille 50 qui pourraient être tirés de la population d'intérêt. L'idée ici, c'est que quand on lit cette question-là, il faut se dire, bon, regarde, si j'ai une population d'Ontariens qui consomment 8 litres d'alcool par année avec un écart type de 1,99, okay, il y a une infinité d'échantillons de 50 Ontariens que je pourrais piger de ça. Là. Et en tout cas, il y a un très grand nombre d'échantillons que je pourrais piger de ça. Là. Moi, je vais en piger un. Mais ça aurait pu être un autre. Je suis tombé sur un échantillon de 50 Ontariens particuliers, spécifiques, qui... je suis tombé sur 50 personnes aléatoirement. Mais si j'avais pris... Mais si c'était à refaire, ou si une autre personne prenait un échantillon de 50 personnes, ça serait un échantillon différent qu'il y aurait. Peut-être très proche. Peut-être qu'il y aurait un peu les mêmes personnes dans mon échantillon, mais ça serait pas exactement le même. Ça pourrait être le même, mais les chances sont que non. Il y a énormément d'échantillons qu'on peut tirer d'une distribution comme ça, d'échantillons de 50 personnes. Okay? Et donc, il y a plein d'échantillons possibles. Quelles sont les chances que moi, j'ai choisi l'échantillon qui me donnait une moyenne de 8,45 litres par année ou plus? Bien, pour répondre à cette question-là, comme dans le cadre de cette question-ci, il faudrait avoir une idée de si on tirait tout un paquet d'échantillons de cette population-là, comment se distribuerait, et qu'on calculait leur moyenne, okay, X bar, comment se distribueraient toutes ces moyennes-là? Si on sait quelque chose à propos de ça, on pourrait estimer la probabilité qu'une de ces moyennes-là, celle qu'on a pigée, soit de 8,45 litres par année ou plus. Okay? C'est là où ça pourrait devenir compliqué pour vous, parce que vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce qu'on veut dire par piger un grand nombre d'échantillons, puis qu'est-ce qu'on veut dire par la façon dont les moyennes se distribueraient? Je veux dire, si tu piges un échantillon, il a la moyenne qu'il a, il n'y a pas de distribution là. Ouais, mais considérez qu'il y a plein d'échantillons possibles là, qui pourraient être pigés là, de la population ontarienne. Donc, pour répondre à cette question-ci, ce qu'il faut avoir, c'est qu'il faut comprendre quelque chose qui s'appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. Il faut comprendre l'idée que que théoriquement, si je vous présente une population, et je vous dis, peux-tu prendre des échantillons de taille N? Bien, vous avez un énorme paquet d'échantillons que vous pourriez prendre. Puis, techniquement, vous pourriez en prendre à l'infini. Vous pourriez recommencer le processus. Je prends un échantillon, je prends un autre échantillon, je prends un autre échantillon, je prends un autre échantillon. À chaque fois, vous pourriez calculer une moyenne de chacun de ces échantillons-là. OK? Et
toutes ces moyennes-là, ça donnerait une distribution d'échantillonnage des moyennes. Et c'est à partir de celle-ci qu'on pourrait répondre à la question, la probabilité que un des échantillons qu'on ait pris de 50 personnes, il est en moyenne 8,45 litres par année ou plus. Okay? Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vais vous amener à travers le processus. Et juste pour vendre mon punch, pour vendre mon punch tout de suite, juste, je vais vous le dire tout de suite, mais on va le revoir en pratique, là, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si vous prendriez une infinité d'échantillons de 50 personnes de la population ontarienne, puis vous échantillonnez 50 personnes, vous leur demandez combien de litres ils boivent, là, là, ok, vous obtiendrez une infinité de moyennes, ok, X bar, à chaque fois, à chaque échantillon. ok. Et ces moyennes-là, si vous regardez comment elles se distribueraient, l'une par rapport à l'autre, je vends mon punch tout de suite, elles se distribueraient de manière gaussienne, normale. Et ça vous permet d'estimer la probabilité qu'une de ces moyennes-là se retrouve à un certain endroit par rapport par rapport à ce qui va s'avérer être la moyenne des moyennes. Ok, c'est trop difficile à dire en mots, fait que je vais vous le montrer tout de suite en principe ici. Ok, imaginons qu'on a ici notre... Ah oui, un truc que je dois dire aussi. Vous aurez peut-être remarqué que dans ce scénario-là, dans cette question-là, on assume que ça se distribue normalement à la population des Ontariens. En termes de leur... on assume que les données par rapport chez les Ontariens par rapport à la consommation d'alcool en litres par année se distribuent normalement, de manière gaussienne. C'est ça qui nous permet de régler le problème. Ici, on ne fait pas nécessairement cette présupposition-là. Et vous voyez pas, à nulle part, j'ai pas écrit à nulle part ici que on assume que ça se distribue de manière normale. Parce que j'ai pas besoin de le faire, et je vais vous montrer pourquoi. Ok, c'est parti. Imaginons ici notre population ontarienne, avec ses paramètres pour la consommation annuelle d'alcool. Okay? Oui, il y a un nombre limité de X, mais imaginons que c'est une énorme quantité de personnes. Là, c'est tous les Ontariens qu'on a sondés. Ben, en fait, non, c'est faux. On ne les a pas sondés. Ça, c'est la population. Okay? C'est la population au complet. C'est tous les Ontariens en termes de leur consommation d'alcool. Okay? Donc, on a ici des gens qui consomment très peu d'alcool. Ici, on pourrait dire beaucoup d'alcool, mais on ne sait pas c'est combien de litres, là, mais ça ne fait rien. Là, c'est juste pour les besoins de la cause. Puis on voit qu'il y a beaucoup de gens qui consomment, peut-être qu'on pourrait dire, un niveau qui consomment, disons, peu d'alcool comparativement à la moyenne. Puis ici, donc beaucoup de gens qui consomment moins d'alcool que la moyenne. Ici, il y a peu de gens qui consomment la moyenne d'alcool. Puis il y a une petite bosse ici indiquant qu'il y a quand même un certain nombre de gens qui consomment beaucoup plus que la moyenne d'alcool, et ainsi de suite. T'sais. Puis ta moyenne est ici, mu. Okay? Remarquez que cette distribution-là n'est pas normale. Puis c'est correct, on va imaginer que c'est comme ça. Là, si c'est les Ontariens en termes de leur distribution de consommation d'alcool. Okay? Avec une moyenne mu d'égale à 8, on va présupposer ça. Et un écart type de 1,99. Okay? Et c'est pas une distribution gaussienne normale. Donc, attendez-vous pas à ce que ça soit comme un écart type, deux écarts types, trois écarts types, puis un écart type, deux écarts types, trois écarts types. Là. Ça, c'est quand c'était normal. On a juste besoin de savoir que mu est égal à 8, puis sigma est égal à 1,99. OK. Ça, c'est ma population avec laquelle je travaille. Pour comprendre cette idée que je pourrais piger une infinité d'échantillons, de cette population-là, et que chaque échantillon pourrait me donner une moyenne, et que je pourrais ensuite regarder comment toutes ces moyennes se distribuent, afin de répondre à la question quelle est la probabilité qu'une de ces moyennes-là soit de 8,45 ou plus, là, qui est la question de départ. Imaginons que je sélectionne un échantillon aléatoire de n égale 50, 50 personnes. Okay? Et je calcule sa moyenne. Sa moyenne est de 7,9. OK. En passant, c'est des échantillons avec remise, ça. Ce que je veux dire, c'est que
Les 50 personnes que je viens d'échantillonner, je pourrais encore ils sont encore possibles de faire partie d'autres échantillons. Là. Je ne les enlève pas de la population. Là, OK? Donc, je pige un premier échantillon. En passant, vous n'allez jamais faire ça pour de vrai, mais imaginons qu'on ferait ça. Vous pigez un premier échantillon. Vous pigez un deuxième échantillon de 50 personnes. Encore une fois, ça se peut que certaines des 50 personnes dans cet échantillon-là aient aussi fait partie de votre premier, là, parce que vous avez remis dans la population ces 50 personnes-là, vous ne les avez pas enlevées. Okay? Mais en tout cas, vous sélectionnez un second échantillon aléatoire, toujours de 50 personnes, du même nombre de personnes. Okay? Mais il y a une énorme quantité de personnes chez les Ontariens de toute façon. Vous calculez sa moyenne, 8,6. OK. On continue. Vous sélectionnez un troisième échantillon aléatoire, toujours de 50 personnes. Vous calculez sa moyenne, 9,1. Un quatrième échantillon aléatoire de 50 personnes, vous calculez sa moyenne, 7,2. Et imaginons que vous faites ça pour un grand nombre de fois, disons 1000 fois. Okay? Vous allez prendre 1000 échantillons. 1000 fois, vous allez échantillonner. Et à chacune de ces 1000 fois, vous allez obtenir une moyenne, un X-bar. Okay? Vous allez obtenir 1000 X-bar. Okay? Vous n'allez pas faire ça en vraie vie, évidemment, mais ça serait théoriquement possible de faire ça. Et les mathématiciens se sont intéressés se sont demandé qu'est-ce qui arrive quand si on faisait ça. Parce qu'eux peuvent faire ça avec des démonstrations mathématiques et entre autres, aujourd'hui, avec les ordinateurs, on peut très facilement demander à un ordinateur de prendre 1000 échantillons à partir d'une population qu'on a créée. Puis de se demander, mais c'est quoi qui arrive quand on fait ça? Qu'est-ce qui se passe avec toutes ces X-bars? Ben, au bout d'un moment, vous vous retrouveriez avec un très grand nombre de moyennes d'échantillons, qu'on pourrait appeler X-bar 1, X-bar 2, X-bar 3, etc. J'en aurais 1000 jusqu'à X-bar 1000, ici, par exemple, qui ont toutes été obtenues. Ça, c'est important. Elles ont toutes été obtenues, ces moyennes-là, avec des échantillons aléatoires de même taille, n égale 50, et ont toutes été obtenues à partir de la même population ontarienne, dont mu est égal à 8 et sigma est égal à 1,99. Et là, on peut se demander, comment est-ce que toutes ces moyennes-là fit ensemble? Quel genre de distribution est-ce que ces moyennes-là donnent? Eh bien, si vous mettiez toutes ces 1000 moyennes-là dans un tableau, par exemple, vous auriez quelque chose comme ça. Ici, j'en ai juste 10. Premier échantillon, il y avait une moyenne de 7,9. Deuxième échantillon, une moyenne de 8,6. Troisième, une moyenne de 9,1. Quatrième, une moyenne de 7,2, etc. Okay? Jusqu'à 1000. Qu'est-ce que ça vous donnerait? Ça vous donnerait une distribution d'échantillonnage de la moyenne. Okay? Si vous considérez chacune de ces moyennes-là obtenues comme une donnée, ça vous donne une distribution d'échantillonnage de la moyenne. Une distribution qui est faite de moyennes. Une distribution qui est faite de moyennes d'échantillons qui ont été tirés à partir d'échantillons de taille 50. Oui, chaque moyenne a été faite à partir de 50 scores bruts. Ça a pris 50 scores bruts pour obtenir cette moyenne-là, 50 scores bruts pour obtenir cette moyenne-là, 50 scores bruts pour obtenir cette moyenne-là. Mais vous pouvez considérer chacune de ces moyennes-là comme une donnée en elle-même. 7.9, 8.6, 9.1, 7.2, 8.1, 6.9, et ainsi de suite. Et si vous faites ça, vous êtes en train de regarder, d'une certaine manière, une distribution, pas une distribution de score brut, mais une distribution de moyenne obtenue à partir d'un échantillon de taille 50. Une distribution qu'on appelle une distribution d'échantillonnage de la moyenne. C'est ça que ça veut dire. OK? Et vous pouvez constater différentes choses. Ah, il y a des erreurs de français, mais désolé, je ne peux pas recommencer. En fait, oui, je peux peut-être l'enlever, celle-là. Attendez un petit peu. Voilà. Donc, en observant certaines choses, par exemple, vous constateriez que globalement, ces différentes moyennes, qui ont toutes été obtenues à partir d'échantillons de taille 50, à partir de ma population, dont la moyenne était 8 et l'écart type était 1,99, ça ici, là.
population en passant qui était pas normalement distribuée. Okay. Hop, je retourne ici. Vous constateriez que globalement, ces différentes moyennes semblent toutes tourner alentour de mu, qui était 8, okay, qui était la moyenne de la population de départ. Okay. Mais avec un certain montant d'erreur. Avec un certain montant d'erreur. Par erreur, je ne veux pas dire quelque chose de mauvais, je veux dire que certaines des moyennes des échantillons, les moyennes d'échantillons ont un certain montant d'erreur. Ce qui veut dire qu'ils ont manqué la vraie moyenne, la moyenne mu. Okay? C'est ça que je veux dire par erreur. Comme par exemple, certaines X-bars, certaines moyennes, ont une erreur positive. Ça veut dire qu'elles surestiment mu. Comme 8.6, okay? Qui est 0,6 points au-dessus de la moyenne mu qui était 8. D'autres ont une erreur négative, comme 7.2, okay? Qui est 0,8 points en dessous de mu. Okay? Mais elles tournent toutes alentour de mu, avec un certain niveau d'erreur. De plus, certaines X-bars ont une erreur plus petite que d'autres, comme par exemple 8.6 et 8.1. Donc, l'échantillon 2, le X-bar 2 puis le X-bar 5, 8.6 puis 8.1, ont toutes les deux une erreur positive, parce qu'elles sont plus grandes que le mu. Okay. Mais 8.6 est une erreur... Oups, attendez une seconde, je vais juste régler ça. J'ai juste inversé les chiffres là. Donc les deux sont une erreur positive, okay? Donc plus grande que mu, mais il y en a une, 8.1, qui est une erreur plus petite que 8.6. Les deux sont au-dessus de mu, mais 8.1 est au-dessus de mu de juste 0,1 unités, alors que 8.6 est au-dessus de mu de 0,6 unités. Okay? Donc vous pouvez remarquer tous ces trucs-là. Et si vous faisiez ce processus-là, les mathématiciens nous disent que si vous tiriez, par exemple, 1000 échantillons de 50 personnes à partir de cette population ontarienne dont mu est égal à 8 et sigma est égal à 1,99, cette distribution qui n'est pas normale, okay, si vous faisiez ça et que vous regarderiez chacune de ces 1000 moyennes que vous avez obtenues, on sait comment ces moyennes-là se distribueraient. Et on sait comment par quelque chose qu'on appelle le théorème de la limite centrale. Et le théorème de la limite centrale nous dit les choses suivantes. Que si on prend cette distribution d'échantillonnage de la moyenne, si on prend toutes ces moyennes, ces 1000 moyennes qui ont été obtenues, 1000 ou plus, là, nous on s'est arrêté à 1000, là, mais on aurait pu continuer à l'infini. Okay? La façon dont ces moyennes-là vont se distribuer, cette distribution d'échantillonnage de la moyenne, aura toujours les propriétés suivantes. Premièrement, la forme de cette distribution va être normale ou gaussienne. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre maintenant de faire des jugements de probabilité. Parce qu'on sait des choses à propos d'une distribution gaussienne, à propos des probabilités. Donc, la forme de cette distribution va toujours être gaussienne. Et ce, peu importe la distribution de départ, peu importe la distribution dont tous les échantillons ont été tirés, peu importe que celle-là soit normale ou non. Du moment que les échantillons qu'on a pris sont de 30 ou plus. Dans notre cas, on était des échantillons de 50 ou plus, donc de 50, donc aucun problème. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que voici la distribution des Ontariens. Okay, les scores bruts. Celle qui avait un mu de 8 puis un sigma de 1,99, celle dont on a tiré les 1000 échantillons. Et si on tirait 1000 échantillons puis on calculait leurs 1000 moyennes, puis on mettait leurs 1000 moyennes sur... Et on faisait un graphique avec leurs 1000 moyennes, puis on voyait comment ça s'arrange visuellement, ça s'arrangerait comme ça. Ça donnerait une distribution normale. Une distribution gaussienne normale, qu'on appellerait la distribution d'échantillonnage de la moyenne. Qui ne serait pas faite de score brut, mais qui serait faite de moyenne, tirée d'échantillons de 50 personnes. Okay, donc le théorème de la limite centrale nous dit, peu importe la forme de la distribution dont tu pars
au début, si tu piges de cette distribution-là une quantité énorme d'échantillons, voire une infinité d'échantillons, et que tu calcules la moyenne de chacun de ces échantillons-là, et que tu mets toutes ces moyennes-là, tu les organises visuellement selon, par exemple, un histogramme avec une courbe lisse, pour montrer que c'est une variable quantitative, par exemple, continue. Ce que tu vas obtenir, c'est une distribution qui ne suit pas du tout la distribution de départ, mais qui est normale. La forme, je veux dire. La forme n'est pas du tout comme la distribution de départ, mais elle est normale, elle est gaussienne. Si la distribution, du moment que tu as pris des échantillons de 30 personnes ou plus, si la distribution de départ avait été gaussienne, normale, celle-ci aussi le serait. Là. À vol light, la distribution d'échantillonnage des moyennes va être gaussienne, normale, peu importe la forme de la distribution de départ, du moment que tu prends des échantillons de 30 ou plus. Okay? Ça, c'est la première chose que le théorème de la limite centrale nous dit. Deuxième truc que le théorème de la limite centrale nous dit... Oups, j'ai pas changé mon titre, attendez. Donc, deuxième chose que le théorème de la limite centrale nous dit, c'est qu'à toute fin pratique, la moyenne de cette distribution d'échantillonnage de la moyenne... Ok, là, je sais que ça devient compliqué parce que là, j'utilise une phrase dans laquelle il y a 2 fois le mot moyenne. Ok? Mais l'idée, c'est qu'ici, vous avez comme 1000 moyennes d'échantillonnage. Okay? 1000 moyennes. Ben, vous pouvez faire la... Si vous considérez ça comme des 1000 scores, vous pouvez faire la moyenne de ça, right? Mais si vous faites la moyenne de ça, on appelle ça la moyenne de la distribution d'échantillonnage de la moyenne. OK? On va l'appeler mu petit x bar. Donc, c'est la moyenne de cette infinité de moyennes-là qui a été obtenue à partir d'une infinité d'échantillons de taille 50. Okay? En d'autres mots, c'est la moyenne de la distribution de toutes ces moyennes-là. Ben, cette moyenne de la distribution d'échantillonnage de la moyenne, donc ce mu x bar, il est égal à mu. La moyenne de la population dont tous ces échantillons ont été tirés. En d'autres mots, visuellement, si j'ai ma population de départ ici, de score brut, là, les Ontariens, puis mu était égal à 8, qui est en plein ici. Ben, et ici, j'ai ma distribution d'échantillonnage de la moyenne, qui est fait avec un très très grand nombre d'échantillons de 50 personnes, et j'ai calculé les moyennes, puis j'ai mis chacune de ces moyennes-là sous forme de graphique, et ça me donne ça. Okay? On a déjà dit qu'on remarque que la distribution devient normale. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que mu x bar, la moyenne, et en passant, elle est en plein au milieu, hein, puis c'est symétrique parce que c'est gaussien, c'est normal, comme vous vous souvenez. Okay? La moyenne de cette distribution d'échantillonnage de la moyenne, ce mu x bar, il est égal en plein au mu aussi. Et c'est logique, ok? Parce que certains des x bar, comme j'ai dit, ont de l'erreur positive au-dessus de mu. Certains des x bar ont des erreurs négatives en dessous de mu. Et si vous les mettez ensemble, au bout d'un moment, ils se rejoignent tous à quelque part à la moyenne. Et donc, c'est normal que la moyenne de toutes ces erreurs-là, de toutes ces possibilités-là, soit exactement la moyenne ici. Okay? Donc, le théorème de la limite centrale nous dit pour l'instant 2 choses. Partez d'une distribution non normale, ça va vous donner une distribution normale. Partez d'une distribution dont mu est égal à 8, ça va vous donner une distribution dont mu x bar est égal à 8. Et la troisième chose que le théorème de la limite centrale nous dit, c'est que ici, là, ma distribution de départ, là, elle a un certain sigma. Okay? Je pense que c'était 1.99. Ouais, la moyenne était 8, le sigma était 1.99. Mais chacune des moyennes ici, là, on peut calculer la moyenne de la distribution des moyennes, mais on peut aussi calculer l'écart type de la distribution des moyennes, l'écart type de cette distribution-là. Okay? On peut faire ça, évidemment. Si on considère toutes ces moyennes-là comme des données, on a juste à calculer l'écart type de cette distribution, par exemple de 1000 ou de 5000 moyennes obtenues à partir d'échantillons de taille 50. Si on fait ça, on obtient un écart type de cette distribution-là d'échantillonnage des moyennes. Mais attention, l'écart type,
ici, on ne va pas l'appeler l'écart type, on va l'appeler l'erreur type. Parce que l'écart type, c'est vraiment quelque chose qui nous dit à propos de la dispersion dans la population de départ. C'est le même concept, mais on utilise un mot différent. Ici, c'est de l'écart type. Ici, ça va être de l'erreur type. Okay. Et si ici, l'écart type est égal à sigma, ici, l'erreur type ne va pas être égal à sigma. Il va être égal à sigma sur la racine carrée de n. N étant la taille des échantillons, donc 50. Okay. Donc, ce que je dis, c'est que le théorème de la limite centrale nous dit que ici, le sigma, disons qu'on a un sigma d'une certaine taille, 1,99. Ici, l'erreur type, ça va être 1,99 sur la racine carrée de 50. Et ce que ça va faire généralement, c'est que ça va donner la dispersion de cette distribution d'échantillonnage des moyennes va généralement être beaucoup plus petite que la dispersion de la population d'où sont pas venues toutes ces moyennes-là. Et vous pouvez le voir, ici, ça va de ici à ici. Puis si on monte, là, c'est comme ça, mais on voit que cette distribution-là est beaucoup plus large que celle-là. Et c'est généralement le cas parce que on divise tout le temps l'écart type par la racine carrée du nombre de personnes qu'on a dans notre échantillon. Okay. Et en plus, comme j'ai dit, la dispersion ici au niveau de la distribution d'échantillonnage de la moyenne, on n'appelle pas de l'écart type, on appelle ça de l'erreur type. Et son symbole est SX bar. SX bar. En passant, peut-être que vous allez vous dire, mais pourquoi ici vous avez mis mu x bar? Puis mu, c'est comme vous avez utilisé comme un symbole de paramètre. Puis ici, vous mettez S x bar, que c'est un symbole de statistique. Vous n'auriez pas dû mettre sigma x bar? Oui, j'aurais pu le mettre. Honnêtement, à ce point-ci, du moment qu'on s'entend que... du moment qu'on... Je trouve que c'est plus simple d'en parler en tant que S x bar. C'est une distribution d'échantillonnage. Fait que techniquement, c'est pas une population, mais en même temps, si on le fait à l'infinité, est-ce que ça devient pas quelque chose qui est proche d'une population? Tu sais, fait que oui, j'aurais pu mettre sigma x bar. Mais j'ai mis S x bar, ok? Et on appelle ça l'erreur type, et pas l'écart type. Et quand je vous dis qu'une distribution d'échantillonnage de la moyenne aura toujours une erreur type qui est plus petite que l'écart type de la population, okay, c'est parce que cet écart type de la population est toujours divisé par quelque chose pour calculer l'erreur type de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Il est divisé par la racine carrée de n. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que là, ici, j'ai pris des échantillons de taille 50, mais si j'avais pris des échantillons encore plus gros, comme de taille 100, mais mon chiffre ici au dénominateur, il aurait été encore plus gros. Si je divise mon sigma par un chiffre plus gros, ben ça me donne un chiffre plus petit, et ainsi de suite. Ça fait que plus je prends des échantillons de grande taille, plus l'erreur type de ma distribution d'échantillonnage des moyennes va être petite. Comme exemple, ici j'ai une population, imaginons, dont la moyenne est égale à 80 et l'écart type est égal à 20. Par exemple. Imaginons ça, OK? Une distribution de score, là. Pas une distribution d'échantillonnage de moyenne, juste une distribution de score dont la moyenne est 80 et l'écart type est égal à 20. Okay? Ben, si je prends une infinité, ou disons une très grande quantité d'échantillons de taille 1, ça veut dire que je vais juste piger tes individus, puis je le fais à répétition un grand nombre de fois. Okay? Ben, je vais obtenir une distribution d'échantillonnage des moyennes qui... Mais pensez-y, là, si je prends des échantillons de taille 1, là, ben, je vais reproduire la distribution de départ. Parce que tout ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre toutes les personnes qui sont dans cette population-là. Puis au bout d'un moment, je les aurai toutes choisies, puis ça me donnera la même affaire. Une distribution avec une moyenne de 80, puis une erreur type, si on veut, de 20. Mais ça fait même pas de sens d'en parler dans ce cas-ci.
Mais c'est juste pour vous dire que si vous preniez une infinité d'échantillons de taille 1, ben, au bout d'un moment, vous choisiriez tous les individus, parce que vous choisissez un individu à la fois, puis vous reproduiriez la population en tout point. T'sais. Mais disons que je prends des échantillons de taille 4. Mais si je prends des échantillons de taille 4, puis je fais ça une infinité de fois, ben, j'obtiendrai une distribution d'échantillonnage de moyenne avec une infinité d'échantillons de taille 4. Okay. La moyenne de cette distribution d'échantillonnage des moyennes serait 80, la même que mu, évidemment. Et l'erreur type serait de 10. 10, pourquoi? Parce que ça serait 20 divisé par la racine carrée de 4. La racine carrée de 4, c'est 2. Et 20 divisé par 2, ça donne 10. Mais si, à la place de prendre des échantillons de taille 4, en passant, DEM, c'est distribution d'échantillonnage des moyennes, faite avec des échantillons de taille 4. Mais si, à la place de prendre des échantillons de taille 4, je faisais une distribution d'échantillonnage des moyennes avec des échantillons de taille 100. Et si je faisais ça, des échantillons de taille 100, j'obtiendrais la distribution d'échantillonnage des moyennes suivantes, dont sa moyenne serait 80, la même chose que mu. Mais maintenant, l'erreur type serait beaucoup plus petit que tantôt. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prendre des échantillons de taille 4, je prends des échantillons de taille 100. Et l'erreur type passerait de 10 à 2. OK? Pourquoi 2? Ben, ça serait 20 divisé par la racine carrée de 100. La racine carrée de 100, c'est 10. 20 divisé par 10, ça donne 2. OK? Puis si j'avais pris des échantillons de 1000, ben, ça me donnerait 20 divisé par la racine carrée de... Non, disons que des échantillons de 10 000. Okay, ça donnerait 20 divisé par la racine carrée de 10 000. La racine carrée de 10 000, si je comprends bien, c'est 100. OK? 20 divisé par 100, ça me donnerait quelque chose que je... en tête comme ça, j'arrive pas à calculer, je sais pas pourquoi. Mais ça donnerait quelque chose de beaucoup plus petit ici, puis ça me donnerait une distribution qui est encore plus centrée alentour de la moyenne, dont l'erreur type est encore plus petit. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'erreur type de votre distribution des moyennes dépend grandement de la taille de l'échantillon. Ben, elle dépend de l'écart type de départ, mais aussi de la taille de l'échantillon. Okay, qu'est-ce qui arriverait si j'avais cette population-là, OK? Et disons que cette population-là, je sais pas moi, là, 60 000 personnes là-dedans, puis c'est une moyenne de 80 puis un écart type de 20. Puis je prenais des échantillons de 60 000. À chaque fois, j'échantillonnais tout le monde. Je prends un échantillon de 60 000, je calcule sa moyenne. Okay? Je prends un autre échantillon de 60 000, je calcule sa moyenne. Ben, à chaque fois, j'obtiendrai la même moyenne. OK? Right? À chaque fois, j'obtiendrai la même moyenne. La moyenne de 80, parce que j'échantillonne tout le monde. OK? Fait que si je faisais ça une infinité de fois, j'obtiendrais une distribution des moyennes qui est tout le temps la même moyenne, 80. OK? OK, donc la moyenne de mon premier échantillon de 60 000 personnes, ça serait 80. La moyenne de mon deuxième échantillon de 60 000 personnes, ça serait 80. Parce que j'échantillonne tout le monde. Tout le monde. Toute la population. Donc la moyenne de toutes ces... Si je fais ça 5000 fois, par exemple, les 5000 X bars que j'obtiendrais seraient tout le temps égal à 80. 80, 80, 80, 80, 80, parce que j'échantillonne tout le monde. Mais quelle serait l'erreur type de cette distribution d'échantillonnage des moyennes-là? Ben, elle serait 0. Elle serait 0, parce qu'il n'y aurait aucune erreur. La moyenne, les X bars seraient tout le temps 80, 80, 80, 80, 80, 80. Et ainsi de suite. Donc, tout ceci s'appelle le théorème de la limite centrale. OK? Oups, attendez un peu. Donnez-moi une seconde. C'est celui-là que je voulais vous montrer. Ben, je vais le démasquer. Oui, je peux. OK. Le théorème de la limite centrale, que je vais appeler TLC, OK? TLC, théorème de la limite centrale. Et tout ce qu'on va voir pendant le reste de la session, en fait, une énorme quantité d'analyse est basée sur le théorème de la limite centrale. Donc, vous devez vraiment le comprendre. Là, je comprends que c'est la première fois que je vous l'explique, que c'est comme flou, mais vous devez vous y habituer.
va falloir trouver des façons. Et une des façons de s'y habituer, c'est avec des démonstrations. Il existe différentes démonstrations en ligne avec lesquelles vous pouvez jouer pour vous familiariser avec le concept du théorème de la limite centrale. Okay? Je vais vous en montrer une ici. Ben, vous en avez deux, mais je vais vous en montrer une tout de suite. OK. Donc, probablement mon préféré est celui-ci. De onlinestatbook.com. Ceci est une démonstration du théorème de la limite centrale. Donc, on va revoir tout ce que j'ai dit, mais on va le voir agir devant nous. Okay? On va s'inventer une distribution, OK? Et on va lui donner la forme qu'on veut. C'est distribution comme, disons, faisons une distribution bimodale, par exemple. Bimodale, à deux modes. Distribution comme ça. OK? Ça, c'est une distribution de la population. Là. Je peux même rajouter un autre. T'sais, pour une raison ou une autre, c'est comme trimodal. T'sais. Distribution bizarre de même. Là. OK? Je sais pas moi, mettons, disons que c'est quelque chose sur l'estime de soi chez les Canadiens, par exemple. OK? Votre moyenne, c'est le petit trait en bleu ici. Là. Mean, 15.02. La moyenne est ici. Donc, en moyenne, les Canadiens ont un score de 15.2 sur l'estime de soi. OK? SD, c'est Standard Deviation, c'est l'écart type. L'écart type est de 8.86. C'est moi, ça s'est juste fait quand j'ai tracé avec ma souris. Là. Je peux la changer, je peux rajouter des trucs. Là, disons que je fais ça comme ça. Bon, distribution. La moyenne ici en bleu, le petit trait en bleu, 15.10. L'écart type est de 8.79. SD, Standard Deviation, écart type, 8.79. Okay. Donc, j'ai mon mu, 15.10, puis mon sigma, 8.79. Okay. Là, puis je pourrais décider, je vais pas changer ça tout de suite, je vais le faire après ça, après, pour vous montrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'ordinateur, OK, je vais lui demander, est-ce que tu peux me prendre, est-ce que tu peux me prendre des échantillons de taille, prends-moi des échantillons de taille 25, disons, OK? Prends-moi des échantillons de taille 25. Peux-tu m'en prendre 5? Là, j'ai cliqué ça, il dit OK, je t'ai pris 5 échantillons de taille 25 de cette population-là, dont mu est égal à 15.10 puis sigma est égal à 8.79. OK? Cette distribution weird, pas normale. Je t'ai pris 5 échantillons de taille 25. Puis j'ai calculé leur moyenne. Okay, j'ai fait ça 5 fois. Et j'ai calculé chacune de leurs moyennes. Et voici chacune des moyennes. Okay. Et j'ai calculé la moyenne des moyennes de ces 5 échantillons-là. Et ça me donne 14.71. OK, là je dis, peux-tu me refaire ça encore 5 fois, s'il te plaît? OK, c'est fait. OK, peux-tu me faire ça 5 fois encore? 5 fois encore. OK, donc là, on est rendu à 20 répétitions. Il a pris 20 échantillons de 25 personnes. Ça lui a donné 20 moyennes. Il a mis ces moyennes-là dans une distribution. La moyenne des moyennes est de 15.26. Oh, ça se rapproche de plus en plus de 15.10, qui est la moyenne de la population normale. L'écart type est de 1. L'erreur type est de 1.30. Oh, c'est plus petit que 8.79. OK. Arrêtons de niaiser avec des 5. Peux-tu me prendre 10 000 échantillons, s'il te plaît? Prends-moi 10 000 échantillons de 25 personnes. En fait, même, on
on va recommencer le processus de départ. J'ai ma distribution bizarre. Prends-moi 10 000 échantillons de 5 personnes, s'il te plaît. De 25 personnes. Pour chacun des 10 000, calcule la moyenne. Puis montre-moi ces moyennes-là dans une distribution. Bang! C'est fait. Vous voyez ça ici. Il y a 10 000 moyennes là-dedans. Et c'est une distribution qui a l'air comment? Ben, qui a l'air pas mal normale. Je peux même lui demander, peux-tu me tracer la distribution normale alentour de ça pour voir comment proche c'est? Oh, c'est vraiment proche. Qu'est-ce qui arrive si j'en prends 10 000 autres? Clic. 10 000 autres. 10 000. On est rendu à 40 000. 50 000? Qu'est-ce qui arrive si j'en prends 100 000 autres? Ce qui me donnerait 150 000 échantillons. Encore un autre 100 000. 250 000. 350 000. 450 000. Mais ce que vous voyez, c'est que là, je suis rendu à prendre 400... Je pense que c'est 450 000 échantillons de 25 personnes que j'ai pris. Et donc, j'ai 450 000 moyennes. Et je les ai mis dans un j'ai regardé comment elles se distribuent. Et regardez comment elles se distribuent parfaitement normalement. Quelle est la moyenne de ces 450 000 moyennes? Quel est le mu x bar ici? Le petit trait en bleu. Ça nous dit ici 15,10. Quelle était la moyenne de la distribution de départ? 15,10. C'est exactement la même moyenne. OK. Quelle est l'erreur type? 1,76. L'erreur type de cette distribution-là est 1,76. Quel était l'écart type avec lequel je suis parti? 8,79. On va faire un petit calcul, voir. Je vais aller avec ma calculatrice. OK. Vous vous souvenez que l'erreur type, c'est supposé être l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans les échantillons. J'ai des échantillons de 25 ici. La racine carrée de 25, c'est 5. Right? Donc, l'erreur type, selon le théorème de la limite centrale, l'erreur type devrait être égale à l'écart type divisé par 5. En d'autres mots, divisé par la racine carrée de 25. Ben, l'erreur type, c'était 8. L'écart type, c'était 8,79. Divisé par 5. 1,75. 1,76. C'est exactement la même chose. Ça marche. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez ici le théorème de la limite centrale. Mais là, vous dites peut-être, ouais, mais ça a fonctionné à cause du type de... Ben non, mais recommençons alors. Recommençons tout. Faisons une distribution super weird. Distribution au niveau de la population super bizarre. Pas du tout normal. Moyenne de 15,75. Écart type de 7,66. Super weird. OK. Donne-moi 100 000 échantillons de ça. De taille 25. OK. Cette fois-ci, je vais le mettre animé, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il fait animé? C'est que vous voyez, il prend les 25 personnes de son échantillon. Ça, c'est les 25 personnes qu'il prend. Puis, il calcule la moyenne. OK? Donc, ça, c'est les 25 personnes qu'il a pris dans l'échantillon. Puis, avec ces 25-là, il a calculé la moyenne. Ça, c'est son premier X. X bar. Son premier X bar. OK, fais-moi ça 100 000 fois, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on obtient? Une distribution d'échantillonnage des moyennes. Fais-moi une autre fois 100 000. 200 000. Ça ne change pas grand-chose. 300 000. 400 000. 500 000. 600 000. OK. C'est qu'au bout d'un moment, vous voyez, ça ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on obtient comme distribution? Une distribution d'échantillonnage des moyennes dont la moyenne est 15,75. Surprise, c'est la même que la moyenne de l'échantillon de la population en haut. Quel est l'écart type? L'erreur type, pardon. 1,53. L'écart type était de 7,66. Est-ce que par hasard, oui, est-ce que par hasard, si je fais 7,66, l'écart type divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans mes échantillons, la racine carrée de 25, c'est 5. 1,53. 1,53, ça fonctionne.
Essayons encore. OK, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si ma distribution, elle est complètement uniforme? Comme ça, genre. Juste complètement uniforme. En fait, je peux même lui demander, donne-moi quelque chose d'uniforme. Pow! Distribution totalement plate. Ça, en passant, ça veut dire, c'était l'estime de soi, ça veut dire que le même nombre de personnes ont eu 0 à l'estime de soi, qui ont eu 1 à l'estime de soi, qui ont eu 2 à l'estime de soi, qui ont eu 3. Le même nombre. Tout le monde. Il y a eu autant de personnes qui ont chacun un score d'estime de soi que d'autres personnes. Il y a autant de personnes qui ont eu 0, il y a autant de personnes qui ont eu 1, il y a autant de personnes qui ont eu 2, il y a autant de personnes qui ont eu 3. Bref, il y a zéro variabilité, tu sais. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y a zéro variabilité parce qu'il y a une moyenne. Je devrais pas dire ça. Ma moyenne est de 16. Mon écart-tif est de 9,52. Alright. Choisis-moi des échantillons de... Choisis-moi 10 000 échantillons de 25 personnes, s'il te plaît, là-dedans, aléatoire. Puis, vas-y donc, calcule leur moyenne à chacun, puis mets-moi ces moyennes-là sur un graphique. Cling! Ça fonctionne toujours. Par rapport à la courbe normale, ça donne quoi? C'est en plein normal. Quelle est la moyenne? 16,03 de cette distribution d'échantillonnage de moyenne. Quelle était la moyenne ici? 16. Ah, il y a une mini différence. Qu'est-ce qui arrive si je rajoute 100 000 échantillons? Ou 10 000 échantillons de plus? Oh! Je suis rendu à 16,01. Qu'est-ce qui arrive si j'en rajoute 10 000 de plus? 15,99. Mais c'est en plein la même chose que 16. Hein? Ça reste à 15,99. Bref, ça reste à 16. Je suis rendu à 80 000 échantillons. Quelle est l'erreur type? 1,91. Quel était l'écart type ci? 9,52. Et allons-y encore avec notre fameux truc. Si je fais 9,52 divisé par la racine carrée de 25, ce qui veut dire 5, 1,9. 1,91. Ah, j'arrive à 1,91, 1,90, pratiquement la même chose. Donc c'est ça le théorème de la limite centrale. Et vous pouvez jouer avec ça, vous pouvez utiliser ça pour former n'importe quelle distribution de départ que vous voulez. Elle peut être normale, elle peut être uniforme, elle peut être tirée vers la gauche ou vers la droite. Tiens, prenons celle-ci. Belle distribution de départ. Imaginons que c'est les Ontariens. Imaginons que c'est l'alcool. La majorité des personnes boivent peu. Puis, il y a de moins en moins de personnes qui boivent beaucoup. OK? Moyenne de 8,08 litres, disons. Écart type de 6,22. OK. Tiens, commençons. Tiens, là-dedans, je vais prendre des échantillons de 25 personnes. Donne-moi un échantillon de 25 personnes, s'il vous plaît. Il va m'échantillonner 25 personnes là-dedans. Ça, c'est mes 25 personnes qui est en train d'échantillonner. Ensuite, il va me calculer une moyenne de ces 25 personnes-là. Ça me donne une moyenne qui est en plein ici. Fais-moi ça encore, s'il te plaît. Il va m'échantillonner 25 autres personnes. Au hasard. Il va calculer la moyenne. Pouc, une deuxième moyenne qui tombe. Fais-moi ça encore une fois, s'il te plaît. Il va m'échantillonner encore 25 personnes. Et il va me calculer la moyenne. Ping, elle tombe ici. OK. Là, ça commence à devenir un peu long. Fais-moi ça 5 fois de suite, s'il te plaît. Cling. OK. Ça me donne ça. Fais-moi ça encore 5 fois de suite. Ploum. 5 fois de suite encore. 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 On est rendu à 28 échantillons. Encore. 33 échantillons. 38 échantillons. 43 échantillons. Pas 43 échantillons, pardon. 43 répétitions. Oui, 43 échantillons. C'est la même chose. OK. 48. 53. OK, sais-tu quoi, je suis tanné. Peux-tu échantillonner 10 000 fois, s'il te plaît, des échantillons de taille 25? Clang. Encore. Clang. On est rendu à 20 053 échantillons. 20 053 répétitions. Okay. Donne-moi 100 000. On est rendu à 120 053 fois qu'on a échantillonné dans cette population-là. Et regardez ce qui se passe.
Distribution qui commence à avoir l'air normale. Ça change pas grand-chose quand je rajoute des répétitions. Elle est normale. Quelle est sa moyenne? 1,25. Faux. Pardon. Quelle est sa moyenne? 8,08. Quelle était la moyenne de la distribution de départ? 8,08. Ça fonctionne. Quelle est son erreur type? 1,25. Est-ce que ça fonctionne? Ça devrait me donner 6,22 divisé par la racine carrée de 25. Donc 6,22 divisé par 5. On va voir. 6,22 divisé par 5. 1,24. 1,25. C'est la même chose. OK? À toute fin pratique. Ça, je veux dire, à toute fin pratique, c'est la même chose. Donc, ça fonctionne encore. Fonctionne encore. Qu'est-ce qui arrive si... Ouais, mais là, c'est parce que la distribution était comme vers la gauche. Là, qu'est-ce qui arrive si je la rends de même à la place? Qu'est-ce qui arrive si je la... ou tiens, je vais le refaire même. Qu'est-ce qui arrive si je rends ça vraiment extrême, comme par exemple... Et là, tout le monde est comme ici. Là. Je peux pas rajouter des gens. Ah oui, je peux rajouter des gens. Okay, attends un petit peu. Qu'est-ce qui arrive si c'est comme ça? Sûrement, ça va pas fonctionner à ce moment-là. Ben non, ça va fonctionner quand même. Donne-moi des échantillons de taille 25. Okay. Dans le PowerPoint, là, je vous ai parlé d'échantillons de taille 30, mais en fait, c'est plutôt de taille 25. 30, c'est bien correct, là, mais si vous prenez au minimum des échantillons de taille 25, là, ça sera pas long avant que vous obteniez une distribution d'échantillonnage des moyennes qui est normale. Okay. Tiens, donne-moi 10 000 échantillons de taille 25 à partir de cette distribution-là. Cling. Distribution qui commence à devenir normale. Distribution d'échantillonnage des moyennes dont la moyenne est 24,26. La moyenne ici était 24,25. C'est bon. C'est la même chose. Ça tend vers ça. C'est ça que j'essaie de dire. Ça tend vers ça. Okay? Le mu x bar ici tend en plein vers le mu ici. Peut-être si je rajoutais certains échantillons. Ah, je l'étais passé. Ok, tu vois, j'ai rajouté 100 000 échantillons. Puis en effet, je suis arrivé en plein à 24,25. La même moyenne. Quelle est l'erreur type de ça? 1,51. Quelle était l'erreur type ici? 7,54. J'ai des échantillons de 25. Donc techniquement, je peux tester ça. L'écart type, 7,54, divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans mes échantillons. 25 personnes, racine carrée de 25, 5. Devrait donner un erreur type de 1,51. 1,51, ça fonctionne. Okay. Donc ça, vous pouvez jouer avec ça. Mais ça, c'est le théorème de la limite centrale. Donc, juste pour vous répéter, ce fameux théorème de la limite centrale vous dit que partez d'une distribution de départ, peu importe sa forme. Si vous pigez une énorme quantité d'échantillons de même taille, comme par exemple au moins de taille 25 ou 30, okay. Si vous en pigez une grande quantité d'échantillons de cette population-là, de même taille, disons de taille 25, si vous en pigez comme par exemple 110 000, okay, et que vous obtenez à chaque fois une moyenne, un x-bar, okay, vous obtiendrez 110 000 x-bar, 110 000 moyennes échantillonnales. Okay. Et si vous dressez une distribution de ces moyennes-là, ça vous donne une distribution d'échantillonnage de la moyenne, ici, qui est gaussienne, normale, okay, et qui a les propriétés suivantes, donc elle est gaussienne, elle est normale. Sa moyenne à elle, ce qu'on appellerait mu x bar, ce que moi je vais appeler mu x bar, est en plein égal à mu. Donc je pourrais l'appeler mu, sa moyenne à elle aussi, ça serait la même affaire. Je l'appelle mu x bar pour l'instant, mais je pourrais bien l'appeler mu parce que c'est exactement égal à mu. Donc sa moyenne, mu x bar, sera la même chose que mu de la distribution de départ. Et elle, son écart type à elle, on ne l'appelle pas l'écart type, mais on l'appelle l'erreur type. Okay. Et son erreur type à lui est égale à l'écart type de cette population-là, 7,54, divisé par la racine carrée du nombre de personnes dans les échantillons, 25 personnes dans les échantillons.
Donc, ça me donne un écart type qui est égal à... Une erreur type, pardon, qui est égale à 1,51. OK? Et ça, c'est le théorème de la limite centrale. Ce théorème de la limite centrale, nous allons l'utiliser pour répondre à la fameuse question... pour répondre à la fameuse question ici... Si on assume qu'en moyenne, les Ontariens consomment 8 litres d'alcool par année avec un sigma de 1,99, ça c'est notre population de départ, qu'elle soit normale ou non, et que je pige un échantillon de 50 personnes, quelle est la probabilité que mon échantillon consomme en moyenne 8,45 litres par année ou plus? Ben, je sais ce qui arriverait si je pigeais une infinité d'échantillons de 50 personnes de cette distribution-là. À cause du théorème de la limite centrale, je sais que si je pigeais une infinité d'échantillons de 50 personnes, j'obtiendrais une distribution d'échantillonnage des moyennes, dont la moyenne mu x bar serait en plein égal à 8, et l'erreur type serait égale à 1,99 divisé par la racine carrée de 50. OK? Et je sais que cette distribution d'échantillonnage des moyennes-là serait normale, gaussienne. Donc, techniquement, si elle est gaussienne, normale, je pourrais utiliser la table des Z. La même chose qui me permettait d'utiliser la table des Z ici parce que je présupposais qu'elle était normale. Ici, je présupposais qu'elle était normale, donc je pouvais utiliser la table des Z pour régler le problème. Ici, je ne présuppose pas qu'elle est normale, la distribution de départ, mais comme je sais que la distribution d'échantillonnage des moyennes serait normale, gaussienne, selon le théorème de la limite centrale, je peux utiliser la table des Z pour régler ce problème-là. Donc, dans la prochaine vidéo, ce que je vais faire, c'est qu'on va trouver la solution à ce problème-là. OK? Je vous laisse là-dessus parce que c'était long, ça. Ciao!